Bonsoir à tous et tous. Donc nous allons commencer. Donc bienvenue à cette deuxième soirée du colloque international de l'actuariat francophone. Donc ce soir, on a une table ronde qui est dédiée à un sujet de plus en plus crucial dans nos sociétés numériques, l'assurance du risque cyber. Donc alors que la transformation digitale s'accélère, les entreprises, les institutions sont de plus en plus exposées à des menaces qu'on appelle cybernétiques. Donc, que ce soit des cyberattaques, du vol de données ou des perturbations, de systèmes. Donc les risques liés à la cybersécurité ne cessent de croître, entraînant des conséquences économiques, juridiques et cetera qu'on peut déjà voir, dans la presse, quasiment tous les jours. Donc dans ce contexte, l'assurance du risque cyber devient une composante essentielle de la gestion de ces menaces. Donc la question, c'est comment évaluer ces risques, comment concevoir des solutions d'assurance adaptées à des dangers qui évoluent sans cesse et quelles sont les meilleures pratiques pour protéger les entreprises et atténuer les impacts d'une crise potentielle. Aujourd'hui, ce soir, nous avons la chance d'accueillir donc des experts issus de divers horizons, que ce soit au niveau régulateur, au niveau start-up, au niveau recherche, qui vont se présenter dans un instant, euh, pour débattre de ces questions, partager leurs perspectives et nous offrir un éclairage précieux sur les enjeux, les défis, les opportunités liées à l'assurance du risque cyber. Donc, je vous invite donc à une discussion dynamique et constructive, en espérant que cette table ronde permettra de mieux comprendre comment anticiper et gérer et assurer ces risques au cœur de notre monde numérique. Et puis, sur la fin, on pourra traiter les questions que vous pouvez, je pense, écrire dans le chat, tout simplement. Donc, je vous propose tout de suite de vous présenter Lionel, Franck et Caroline dans un premier temps pour connaître un petit peu plus d'informations sur vos profils, pour ensuite euh, entrer dans le nerf du sujet qui est donc l'assurance, encore une fois, du risque cyber. Je vais prendre la parole alors. Oui. Pour me présenter rapidement, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici pour partager un petit peu nos approches sur le risque cyber. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Caroline Hilleret, je suis professeure à l'ENSAE et je suis chercheuse en mathématiques appliquées au CRES. Donc, je suis plus du côté académique, mais je suis aussi actuaire certifiée de l'Institut des actuaires. D'ailleurs, j'étais administratrice pendant 4 ans jusqu'à cette année. Concernant mes recherches, donc je m'intéresse en particulier sur l'évaluation actuarielle du risque cyber et je coporte avec mon collègue Olivier Lopez une initiative de recherche sur ce sujet. Et je suis aussi académique fellow et directrice scientifique de l'Institut Louis Bachelier. Je vais prendre la suite. Merci Caroline. Merci Johan et l'Institut des actuaires francophones pour l'invitation à ce webinaire. Donc, je suis Lionel Klein, consultant cybersécurité sur les aspects fonctionnels, donc ce qu'on appelle GRC, gouvernance, risque et conformité. Et je suis également le cofondateur de Residium, qui est une start-up en cybersécurité. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Frank Van Steen et je suis régulateur pour le secteur des assurances au sein de la Banque nationale de Belgique. Je suis responsable pour les risques actuariels et émergents. Et en Belgique, l'assurance cyber est un produit important qui croît fortement. Notre pays constitue le deuxième marché de l'Union européenne pour ce produit. Et donc, c'est pour cette raison qu'au niveau de l'EIOPA et au niveau mondial, nous avons contribué aux analyses du marché cyber, des règlements de supervision et des stress tests cyber. Merci à vous trois. Sans plus attendre, ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est peut-être chacun de me donner une introduction au sujet et une définition pour un petit peu poser les bases du sujet pour notre audience. Donc peut-être Caroline, vous commencez. Merci, oui. Alors le risque cyber, pour donner peut-être une définition, c'est toujours délicat de donner vraiment le nom de définition à ce qu'on peut englober dans le risque cyber, parce qu'en fait, c'est un risque à multiples facettes qui englobe beaucoup de choses. En quelques mots, vous l'avez déjà dit, Johan, hein, c'est une atteinte, mauvais usage de systèmes numériques, de données numériques, pour résumer, englober un petit peu tout ce que comprend le risque cyber. Ce qu'il faut voir
savoir que c'est un spectre très large et on va certainement en revenir dessus durant nos discussions, mais ce spectre très large peut rendre difficile un petit peu de bien cerner, de bien préciser quel est le périmètre des contrats cyber, et ça c'est quelque chose d'important sur lequel il faut être vigilant. C'est un risque aussi très hétérogène, à la fois en termes de type d'attaque, de type d'événement. Alors dans le risque cyber, c'est pas que des attaques, c'est pas que malveillant. Beaucoup sont néanmoins malveillants, donc il y a tout un panel, les rançons logiciels, le phishing, les dénis de service, attaques par déni de service, il y en a beaucoup. Il y a tout le monde peut être attaqué, donc aussi beaucoup d'hétérogénéité dans les cibles, dans les victimes de ces attaques, et puis aussi beaucoup d'hétérogénéité dans les conséquences. Ça peut aller des données corrompues, de données perdues, de pertes de rupture d'activité qui sont en général très coûteuses. Et toute cette hétérogénéité eh bien, rend la tâche de l'actuaire dans la quantification du risque encore plus complexe. Merci Caroline. Lionel, à vous. Oui, ben, merci Caroline, merci Johan. Et effectivement, pour compléter un peu ce que Caroline a dit, le risque cyber, c'est très large. C'est pas uniquement des menaces, mais c'est également des vulnérabilités qui peuvent être liées à des défaillances, on va dire, techniques ou des erreurs humaines, au-delà des attaques et des menaces cyber, comme voilà, les rançongiciels, donc les ransomware, les attaques de déni de service et autres. Franck, pour finir. Ouais. Donc, dans le monde actuel, l'économie est de plus en plus digitalisée, ce qui améliore l'efficience et ce qui est un catalyseur de l'innovation. Mais ce produit, l'assurance cyber, peut quelque part protéger les entreprises contre des menaces qui suivent de la digitalisation. En fait, typiquement, ces produits sont constitués de deux couvertures principales. D'un côté, l'assureur va rembourser les dommages à l'entreprise même, hein, donc parce que ses affaires étaient temporairement interrompues. D'autre part, il y a la responsabilité civile parce que les données privées, par exemple, des clients de l'entreprise étaient publiées. Et donc, c'est surtout aussi le deuxième, responsabilité qui peut croître fortement et qui peut donner lieu à une grande échelle de sinistralité et qui pose un grand risque. Très bien, merci à vous trois pour cette brève introduction. Maintenant, si vous voulez bien, on va un petit peu rentrer dans les détails. Donc, on parle d'un produit d'assurance, donc c'est l'assurance du risque cyber. Donc, ma question est quel est finalement le rôle de l'assureur, que ce soit au niveau prévention, assistance, compensation financière? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails à ce niveau-là, Lionel, pour commencer? Oui, tout à fait. Du coup, on va dire le rôle de l'assureur en cybersécurité, c'est aussi de faire la prévention en amont d'une attaque ou d'une faille de sécurité qui mettrait, on va dire, en péril l'entreprise. Et cela passe, donc la prévention, ça passe par la réalisation d'audits de vulnérabilité pour en fait évaluer les mesures de sécurité qui sont mises en place au sein de l'entreprise et s'il n'y en a pas ou s'il y en a, en fait, faire des recommandations et on va dire améliorer l'existant et donner des meilleures pratiques. Donc ça, c'est déjà dans un premier temps. Et après, le rôle de l'assureur, c'est aussi de l'assister en cas d'incident ou de cyberattaque. Alors, Caroline, vous êtes en mute. Pardon. Je pense que le rôle de prévention est très important aussi, est une composante importante dans les contrats cyber. Donc, bien sûr, dans les contrats cyber, il y a la compensation financière lorsque le sinistre arrive et s'il rentre dans les clauses du contrat. Mais il y a tout ce volet ex ante de rôle de l'assureur sur la prévention. C'est quelque chose d'important. Il peut jouer vraiment un rôle d'intermédiaire avec des experts de cybersécurité pour essayer de limiter les impacts du risque, limiter la survenance ou limiter les coûts lorsque le risque survient, notamment en mettant en place des plans de continuité d'activité. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui est d'autant plus important, par exemple, pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément
forcément toujours dans leurs locaux, au sein même de leurs équipes, suffisamment d'expertise IT, d'expertise technologique. Donc sur ce point-là, c'est important. Malheureusement, ce n'est pas toujours les petites et moyennes entreprises qui sont les plus couvertes. On y reviendra aussi certainement. Donc, c'est quelque chose qui est important à la fois pour les petites et moyennes entreprises. Et en fait, je pense que c'est important pour tout le monde, pour la résilience de l'économie face aux risques cyber. Parce que de protéger tout le monde, même les plus petits, ça a aussi un rôle pour protéger les plus grands. On pourrait dire, bon, ben, si j'ai une petite voilà, qui meurt parce que voilà, elle a été attaquée, elle n'a pas réussi à rebondir, à la limite, tant pis. Ben, en fait, non, parce que très souvent, voilà, il y a toute cette notion de supply chain. Elle peut impacter la supply chain, impacter les plus gros. Et puis, parfois, les hackers vont plutôt taper sur les plus petits. Si le gros est difficile à attaquer, ben, on va plutôt essayer de chercher un maillon faible, par exemple sur un sous-traitant, qui va faire rentrer le virus ou l'attaque. Donc, on peut penser à l'attaque SolarWind en 2021, un peu genre cheval de Troie, où c'était justement un provider informatique qui, en updatant un logiciel, en l'occurrence le logiciel Orion, avait permis d'infiltrer Microsoft, le gouvernement fédéral américain, etc. Donc, ce rôle de protection, de prévention est quelque chose d'important, je dirais crucial en cyber, et pour lequel l'assurance a aussi un rôle à jouer. C'est pas juste remboursé en cas de sinistre. Et puis sur le volet assistance, bah, quand le sinistre arrive, ce volet-là, c'est aussi assez important. Euh, si l'assuré est accompagné rapidement, qu'il prend les bonnes mesures rapidement, ça peut réduire significativement les coûts. Il y a eu des études, notamment du groupe Systemix avec la Gendarmerie nationale, l'EMRAI, etc., qui avaient fait des études de terrain et qui avaient vu et montré durant leurs études qu'effectivement, une réaction rapide, efficace, était assez cruciale pour redémarrer l'activité rapidement et limiter les impacts de ces attaques cyber. Donc voilà, deux volets importants dans l'assurance cyber, la prévention et l'assistance. Tout à fait, Caroline. Et je vais rajouter un troisième point qui est très important au-delà de la prévention et de l'assistance, c'est également la formation et la sensibilisation des collaborateurs. C'est vrai que c'est un volet qu'on oublie de plus en plus, mais c'est extrêmement important pour en fait mettre en place et renforcer une culture cybersécurité en interne dans les entreprises, que ce soit des petites ou moyennes entreprises ou également les grandes entreprises. Très bien, bah, merci à vous sur ce point-là. Est-ce que, donc on passe à la suite. Donc, la question donc, du rôle de l'assureur dans un premier temps, et puis finalement, l'assureur qui a un rôle en cas, on va dire, de sinistre, que ce soit avant le sinistre, on va dire en prévention, ou post-sinistre, comme vous l'avez dit dans l'assistance. La question est comment a évolué finalement la demande de couverture de risque cyber, parce qu'effectivement, on en parle énormément, que ce soit dans la presse, on parle de prévention, on parle de tests de pénétration, etc. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que, est-ce que les petites et moyennes entreprises, est-ce que les grandes entreprises sont assurées? Comment cela a évolué sur ces dernières années? Je peux faire une historique de l'offre et demande de ce produit. Donc, les couvertures antérieures, ils avaient une nature très générale avec peu d'exclusions et de limites. Donc, l'expérience de l'incident mondial, NotPetya, a pourtant montré que de tels produits peuvent générer des pertes très importantes pour les réassureurs. Il était clair qu'ils ne pourraient pas offrir de réassurance sauf à conditions très strictes pour éviter que ceci devienne un risque systémique dans leur portefeuille. Sans réassurance, les assureurs ne pouvaient pas souscrire toutes les entreprises qui cherchaient une couverture. Il y avait donc peu d'offres pour la demande qui existait. Le secteur des assurances décidait donc de chercher des solutions pour renforcer l'offre de réassurance. Les mesures principales consistaient à dérisquer les produits cyber en excluant
le cyberguerre en limitant les sinistres, surtout ceux qui proviennent des plus grands fournisseurs de services. Ceci aura limité les risques les plus extrêmes, aura renforcé la confiance des réassureurs, qui fait qu'ils ont augmenté leur capacité. Les assureurs peuvent alors, par ce fait, souscrire plus de polices, qui fait qu'ils peuvent aligner quelque part l'offre avec la demande accrue. Alors, peut-être pour compléter sur un petit panorama, alors moi, le domaine que je connais un peu plus, c'est l'assurance cyber en France. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a l'enquête Lucie. Donc, Lucie, c'est pour Lumière sur la cyber assurance, qui est faite par l'AMRAE, notamment Philippe Cotel, et qui a publié depuis 2019, donc des années 2019 à 2023, une enquête sur la couverture et puis les primes et les sinistres des assureurs, enfin ceux qui sont passés par des courtiers, des contrats d'assurance qui sont passés par des courtiers. Donc, on a une vision assez claire du marché, ou en tout cas de façon agrégée, sur le marché français, en tout cas pour les plus grandes entreprises, puisque ce sont elles qui passent par les courtiers. Et on voit au jour d'aujourd'hui, hein, ça, depuis une dizaine d'années, l'assurance cyber a beaucoup augmenté. On a de plus en plus d'entreprises qui sont couvertes, notamment les grandes entreprises sont très couvertes. Plus de 9 sur 10 sont couvertes aujourd'hui, mais avec des capacités qui sont parfois un peu faibles par rapport à leur chiffre d'affaires. Mais une couverture qui est beaucoup plus faible, moins de 10% pour les petites entreprises. Alors là, on recoupe avec des données de France Assureur et de l'enquête aussi faite par la DG Trésor. Voilà. Et ce qu'on voit dans l'assurance, enfin dans ce marché cyber, c'est que c'est un marché qui est assez instable en termes de ratio sinistre sur prime, avec beaucoup de volatilité. Notamment dans cette enquête, on a vu un ratio sinistre sur prime en 2020 qui était très mauvais, de 160%, et des durcissements de souscriptions qui sont venus l'année d'après. Donc en 2020, cette mauvaise sinistralité est essentiellement due par 4 très très gros sinistres qui ont fait plonger ce ratio sinistre sur prime. Maintenant, on a des ratios sinistre sur prime beaucoup mieux, beaucoup plus voilà, confortables, puisque je crois que si je reprends les chiffres, en 2022, il était descendu à 22%, mais qui cache quand même beaucoup d'hétérogénéité de ce ratio entre les différentes tailles d'entreprise. Hein. La segmentation est uniquement en termes de taille d'entreprise. Donc voilà, un marché qui était plutôt calme des 2 dernières années, mais qui reste toujours fragile. Et ce qu'on espère, voilà, c'est que cette partie prévention, de meilleure analyse du risque, comme le mentionnait Franck, aide et va continuer à aider à un marché de plus en plus large et de plus en plus serein. Très bien. Alors, vous avez un petit peu touché, au prochain sujet qui est, les exclusions. Donc dans tout contrat d'assurance, on a des exclusions, voilà, des éléments qui ne sont pas couverts. On parle souvent d'exclusion en cas de cyberguerre. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer, on va dire, ce qui potentiellement ne sera jamais assurable dans le cyber et peut-être la liste d'exclusions, ce à quoi il faut s'attendre, sur un produit, cyber? Voilà. Je peux clarifier peut-être la situation belge. La cyberguerre, elle concerne les incidents qui ont été sponsorisés ou effectués directement par des États souverains. Donc, par exemple, la Russie, elle avait lancé une multitude de cyberattaques pendant la guerre avec l'Ukraine. Donc, la guerre connaissait quelque part 2 fronts militaires, un physique et un digital. Donc, évidemment, des cyberguerres peuvent générer des pertes économiques pour un grand nombre d'entreprises. Donc, une mutualisation des risques n'est donc pas possible et ce risque est a priori pas assurable. Et donc, c'est exactement pour cette raison que le secteur des assurances a décidé d'exclure ce risque des produits d'assurance cyber standard assez récemment. Les produits standards ne contiennent plus cette couverture spécifique pour le cyberguerre. Mais maintenant, les assureurs sont en train de mener quand même une réflexion sur la possibilité de créer un produit spécifique
pour le cyberguerre. Donc, des compagnies spécialisées pourraient prendre ce risque à charge. Donc, pour le moment, il n'est pas clair quelles exigences de capital seraient nécessaires pour un tel produit, mais les réflexions continuent. Alors, peut-être concernant la cyberguerre, en fait, je pense que c'est assez difficile de définir clairement, de dire très clairement qu'un événement relève de la cyberguerre ou pas, puisque typiquement, je pense que l'État va pas revendiquer l'attaque, même si on peut avoir de forts indices sur des liens avec des entités. Donc, c'est aussi quelque chose qui complique au niveau des exclusions, à mon sens. Par exemple, pour NotPetya, ça avait été évoqué, mais je crois in fine retoqué par le tribunal. Et comme Franck, vous le mentionnez, il y a aussi, outre ces cas-là, on peut avoir des soucis de mutualisation dans le risque cyber dû notamment, par exemple, à des risques qui seraient très, très gros, qui seraient des montants très importants. Donc, ce qu'il est usuel de faire, c'est de mettre des limites de capacité. Donc, on assure que jusqu'à un certain montant, mais il faut être vigilant de ne pas mettre des capacités qui soient trop basses par rapport vraiment aux besoins de l'assuré. Donc en fait, on a besoin de faire une expertise, une quantification vraiment fine de ce risque-là pour arriver à définir une ligne, à tracer une ligne entre ce qui reste assurable, ce qui reste mutualisable et de l'autre côté, ce qui mettrait vraiment en danger le portefeuille et l'assureur. Donc, si cette analyse, on ne la fait pas, voilà, on peut se dire, bon, on est prudent, on bouge, on descend vraiment beaucoup la capacité. Mais dans ce cas, on a un peu un cercle vicieux qui s'installe, qui risque de s'installer dans le sens où le contrat qui sera proposé sera moins en ligne avec les besoins de l'assuré, moins attractif. Donc, l'assuré ne va pas forcément s'assurer. Donc, on va avoir un pool de portefeuille plus petit, donc moins de mutualisation. Et donc, s'il y a moins de mutualisation, on va être encore plus prudent, on risque de redescendre. Voilà, il y a une sorte de cercle vicieux comme ça qui s'installe. Et on l'a un petit peu vu dans les données, en fait, Lucie, de l'AMRAE, où après ce choc de 2020, avec ce ratio sinistre-prime très bas, les conditions de souscription ont été vraiment beaucoup plus tendues, avec des franchises qui ont augmenté, des capacités qui ont diminué, et alors que c'était plutôt un marché qui prenait de l'envol, on a vu plutôt moins d'assurés, moins d'assureurs. Moins d'assurés, notamment au niveau des grandes entreprises. Alors, c'était, je crois, de l'ordre de 4%, donc c'était pas beaucoup, mais néanmoins, c'était une tendance un petit peu qui aurait pu être inquiétante, qui heureusement s'est inversée. Donc, vraiment, de bien clarifier ce qu'on peut assurer et ce qu'on ne peut pas pour avoir des contrats les plus adaptés possibles pour nos assurés. C'est quelque chose de délicat, mais d'important à faire, tant d'un point de vue quantification que même de définition même de ce qu'on appelle, qu'on peut exclure, par exemple, sur la cyberguerre ou pas. Comment, du coup, traiter ces questions-là et ces risques-là. Je me permets de rebondir également. Il y a également un débat sur l'assurance des ransomware. Quand les entreprises payent la rançon, est-ce que l'assureur doit rembourser la rançon à l'entreprise ou pas? Il y a un vrai débat au sein des assurances et au sein de la communauté cybersécurité parce qu'en fait, payer la rançon donne euh, un mauvais indicateur en fait aux cybercriminels. Et alors, je crois que c'est plus de 60% des entreprises qui ont payé la rançon se refont attaquer dans les 6 mois qui ont suivi leur première cyberattaque. Donc voilà, il y a un vrai débat également sur est-ce qu'on assure le paiement de la rançon ou pas. Est-ce que Lionel, vous pouvez peut-être nous rappeler, pour un petit peu poser les bases, ce qu'est un ransomware pour l'audience? Oui, tout à fait. Pardon. Donc, un ransomware, c'est un rançongiciel. Donc, en fait, c'est un logiciel malveillant qui va bloquer votre système d'information et qui va vous demander en fait une rançon. Alors, en général, c'est en crypto-monnaie. Et en général, les cybercriminels vous disent vous avez 48 heures, 72 heures, une semaine pour payer la rançon. Si cette dette-là
à cette deadline, vous n'avez pas payé la rançon, on divulgue vos informations, vos données sensibles, etc. Et donc, en fait, il y a une pression psychologique qui est mise sur la victime. Merci Lionel. Ouais, du coup, effectivement, on en a vu pas mal dans la presse, hein, des ransomware, même sur les institutions publiques qui ont dû payer la rançon pour avoir accès aux données ou pour éviter la divulgation de données, on va dire, sensibles. Alors Lionel, j'ai une question pour vous. Donc, à quoi ressemble finalement un contrat d'assurance cyber? Est-ce que c'est un produit qui est ce qu'on appelle standalone, unique, ou c'est une option sur un produit qui est plus vaste? À quoi cela ressemble? Alors, effectivement, il y a les deux. Alors, il y a de plus en plus, on va dire, de contrats cyber dédiés. Donc, un contrat cyber dédié, c'est un contrat qui est exclusivement, qui va répondre en fait exclusivement aux besoins de l'entreprise. Donc, ça va couvrir, on va dire, la protection contre les cyberattaques de l'entreprise, que ce soit avec des outils un petit peu spécifiques pour faire de la détection d'intrusion, protéger les données, protéger également la gestion des identités. Donc, il y a ce contrat-là qui est vraiment très spécifique à l'entreprise en fonction de ses besoins, parce que forcément, une entreprise d'un secteur A n'a pas forcément les mêmes besoins euh, qu'une entreprise du secteur B. On va dire le cyberassureur, en général, a également des partenariats avec des experts en cybersécurité. Justement, on parlait de la prévention et de l'assistance. Donc, qui va faire de la prévention et qui va assister le client en cas de cyberattaque. Et donc ça, c'est des contrats qui se démocratisent, on va dire. Et puis ensuite, il y a les contrats, enfin l'option cybersécurité sur un contrat qui est déjà existant, mais on va dire qui apporte moins de valeur puisque la couverture sera limitée et ça ne sera pas un contrat d'assurance, un contrat cyber, pardon, euh, qui sera, euh, qui sera exclusif à la cybersécurité. C'est-à-dire que, OK, bon, je sais que j'ai un cyber, donc j'ai déjà un contrat d'assurance, je vais prendre une option, mais en fait, cette couverture sera limitée et effectivement, la protection que l'assureur va vous donner sera beaucoup moins exhaustive et on va dire moins efficace. Voilà, donc si je peux me permettre, vaut mieux prendre un contrat cyber vraiment dédié. Merci Lionel. Alors voilà, on a posé un petit peu les bases, la mise en contexte de l'assurance du risque cyber. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe à la partie un peu plus technique, un peu plus, on va dire, d'actuariel éventuellement, parce que notre audience est effectivement principalement actuarielle. Alors, j'aimerais vous poser la question tout simplement du rôle de l'actuaire dans ce contexte pardon, d'assurance du risque cyber. Évidemment, alors on parle de tarification, de provisionnement. Est-ce que Franck, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais. Donc, le rôle de l'actuaire pour l'assurance cyber se trouve principalement dans la tarification et le calcul des exigences de capital. Évidemment, également pour la réservation, l'actuaire va jouer un rôle, mais pour l'assurance cyber, la réservation est assez similaire aux autres types de produits. Donc, je vais plutôt focaliser sur la tarification et les exigences du capital. Donc là, on constate que les compagnies les plus avancées utilisent des données très détaillées de leurs entreprises qu'ils assurent, par exemple sur leur cybersécurité pour construire un cyberscore, en fait. Euh, Ce score leur permet de distinguer entre les différents profils de risque, y attacher une prime spécifique. Comment est-ce que cette prime est typiquement calculée ou par quelques assureurs? De plus en plus, des assureurs commencent à utiliser des modèles
de type catastrophe, en fait. C'est très similaire à des assurances incendie qui ont des modèles externes pour les risques de catastrophes naturelles. Ici, euh, c'est similaire pour des risques catastrophes cyber, quelque part, et ça leur permet de tarifer une prime et construire une distribution et calculer des exigences de capital. Cette approche, évidemment, est assez complexe, donc c'est surtout utilisé par les joueurs les plus avancés. Ça reste une minorité pour le moment. La majorité des assureurs cyber va même utiliser des approches plus qualitatives pour déterminer le tarif et va peut-être suivre d'autres assureurs plus avancés. Oui, alors effectivement, je rejoins complètement Franck. C'est un domaine encore où il y a beaucoup de choses à faire, même au niveau recherche. Donc nous, en tant qu'académique, c'est, je dirais, entre guillemets, un terrain de jeu agréable, enfin, sur lequel on a des choses vraiment encore un peu à découvrir et à investiguer, et notamment donc sur cette quantification du risque, parce qu'il y a quand même un certain nombre de particularités, de spécificités du risque cyber qui font que au point de vue tarification, et alors tarification, mais aussi provisionnement, c'est un petit peu compliqué. Donc je reviens juste sur tarification, provisionnement. Donc tarification, en gros, on regarde plutôt en termes de moyenne. Donc ça, voilà, on voit, c'est un peu le cœur de la distribution, mais c'est aussi très important d'avoir une idée de la distribution globale et notamment de la queue de la distribution lorsqu'on veut mettre faire du provisionnement en face de ce risque-là. Et là, on a la variance qui va jouer un grand rôle dans ce facteur de provisionnement. Et quand on parle de cyber, eh bien, au niveau de variance, on n'est pas très bien servi, ou alors on est trop bien servi, ça dépend de quel spectre on se place, puisque c'est à la fois en lui-même un risque qui est très volatile, donc qui a naturellement des queues de distribution relativement lourdes. Et en plus, si on veut essayer de calibrer ces distributions sur des données historiques, eh bien, étant donné qu'on a peu de données, qu'elles sont pas très fiables, hein, qu'on a une tendance temporelle du risque qui fait que le risque évolue, donc on ne peut pas utiliser les données passées texto brut, eh bien, ça va encore rajouter de l'incertitude, de la variance, je dirais, statistique à la variance propre, à la volatilité propre du risque. Donc, voilà, on doit étudier cela de façon un petit peu plus approfondie, un petit peu plus précise. Donc, effectivement, ça va combiner des outils mathématiques qui sont liés à la théorie des valeurs extrêmes, puisque on a une composante catastrophique de ce risque, avec un seul sinistre qui peut générer des coûts extrêmement importants, comme on l'a vu dans l'enquête Lucie en 2020. Franck faisait l'analogie avec les catastrophes naturelles. Bah, typiquement, c'est de connaître les réserves, donc de connaître un petit peu la digue, la hauteur de la digue qu'il faudrait construire pour mettre en face de ce risque. Comme on construit une digue, on calcule la hauteur de la digue pour qu'en cas d'inondation, le village voilà, soit protégé. Donc, on a ce panel d'outils-là qui s'applique bien, qui est important pour le risque cyber. Et puis l'autre caractéristique de ce risque cyber, c'est le volet euh, systémique, le volet accumulation, où là aussi, on va perdre de l'indépendance entre les assurés. Quand on est dans un régime, enfin dans un risque ATNAT, on peut un petit peu, je dirais par exemple si c'est le risque inondation, on sait un petit peu faire de la diversification géographique pour ne pas assurer toutes les habitations qui seraient autour du lit d'une rivière. On va en assurer qui sont un peu plus sur des zones moins exposées à ce risque-là. Et ce qui va permettre un petit peu, avec cette diversification géographique, de limiter ce côté systémique. Avec le risque cyber, c'est plus compliqué de construire un cyberzonier. Alors, il y a bien sûr des composantes un petit peu géographiques, ne serait-ce que par les biais géopolitiques, mais néanmoins, c'est beaucoup moins une diversification géographique qu'on peut voir. Et il faut essayer d'analyser les liens entre les entreprises, comment ce risque se propage pour essayer d'être le moins exposé possible à ce côté systémique du risque cyber. Donc, on a des outils
hein. L'actuaire a des outils, on développe d'un point de vue académique des outils pour mieux quantifier le risque cyber. Ce ne sont pas non plus des outils qui viennent enfin, qui sont déjà un petit peu mathématiquement que l'on connaît, qui existent, qu'on approfondit, qu'on développe, qu'on customise, entre guillemets, pour s'appliquer bien au risque cyber. Donc, des outils de la théorie de valeur extrême, des outils pour faire de la classification de risques en fonction de différentes caractéristiques et voir quelles caractéristiques engendreraient des coûts plus importants. Et on a aussi des outils pour modéliser le risque systémique, comme des outils épidémiologiques, pour construire des scénarios. Alors, on connaît les scénarios déterministes, hein, quand on n'a pas trop de données ou qu'on n'a pas encore expérimenté trop de catastrophes cyber, ben, on essaie d'imaginer ce qui pourrait arriver avec toutes les conséquences que peut avoir une attaque cyber, notamment sur la supply chain ou des choses comme ça. Donc, on peut aussi mettre en place des scénarios stochastiques, modéliser des scénarios stochastiques qui complètent ces scénarios déterministes, notamment qui ne nécessitent pas une définition très précise de ces scénarios et de comment les choses vont s'enchaîner. Donc, c'est des modélisations moins précises, un peu plus floues, je dirais, mais qui ont l'avantage de pouvoir explorer tout un panel de situations et des situations que notre imagination ne nous ferait pas forcément toujours explorer. Donc voilà un petit peu, je pense, les perspectives pour l'actuaire, notamment pour les académiques, d'apporter ces outils-là pour une meilleure évaluation du risque. Et bien sûr, le point important, c'est que ces outils doivent être calibrés. On a les modèles, je dirais, mathématiques, mais il faut les calibrer avec des données précises liées, enfin, typiques du risque cyber. Et c'est là-dessus sur lequel, en tant qu'académique, on bloque, enfin voilà, on est un petit peu limité au jour d'aujourd'hui pour arriver à faire dire à nos modèles des choses vraiment précises et vraiment utiles et pertinentes pour la suite, et notamment à utiliser pour la quantification. Donc ce volet que disait Franck de connaissance de l'entreprise de la part de l'assureur, de score qu'il produit à partir de toutes ces caractéristiques de l'entreprise, sont des choses à insérer dans ces modèles-là également. Merci Caroline. Oui, du coup, on a pas mal de pain sur la planche, hein, si j'ai bien compris. Il va falloir se replonger dans les cours de théorie des valeurs extrêmes qu'on avait un petit peu Entre oublié. autres. Et peut-être préciser aussi pour l'audience que vous avez écrit un papier, il me semble, hein, sur l'accumulation du risque. Donc, s'il y en a qui veulent se plonger dans des formules, dans des papiers longs de recherche, moi-même, je suis tombé dessus par hasard, donc voilà, je vous invite à le lire. Alors, vous avez, Caroline, aussi touché à un point que je voulais aborder, qui est l'accumulation du risque cyber. Donc c'est effectivement, aussi Franck, vous l'avez mentionné, on fait l'analogie avec les catastrophes naturelles. Peut-être Franck, vous pouvez un petit peu nous définir ce qu'est l'accumulation du risque et nous parler de cette accumulation du risque dans le contexte du risque cyber. Ouais. Le risque d'accumulation est quelque part défini comme le risque qu'un incident impacte une multitude d'assurés et génère une sinistralité très importante. Donc, par exemple, une panne d'un fournisseur de services cloud peut impacter un grand nombre d'entreprises et peut interrompre leurs activités pendant un certain temps. Et donc, dans le cadre prudentiel, du contrôle prudentiel belge, on était intéressé à savoir quel était ce risque d'accumulation pour notre secteur d'assurance. On juge que ce risque d'accumulation est un des risques cyber les plus importants. Et donc, pour le mesurer, la Banque nationale de Belgique a mené un test de résistance en 22. Donc, la BNB avait demandé au secteur des assurances d'analyser 3 scénarios. Un incident chez une centrale électrique, un cloud qui tombe en panne et un rançon logiciel à l'échelle mondiale. Donc, au niveau du secteur, l'impact était de 5% de ratio de solvabilité, qui était à peu près la moitié de ce qu'on peut attendre pendant une crise d'inflation. Donc, c'est moins matériel que
une telle crise d'inflation, mais cette moyenne cache une hétérogénéité très importante. Certains assureurs avaient très peu d'impact vu qu'ils avaient une très bonne réassurance, où ils avaient euh, beaucoup d'exclusions et de limites. D'autres connaissaient des impacts bien plus importants et ont connu un stress sur leur ratio de solvabilité jusqu'à 20% à la baisse. Donc, quelque part, pour les entreprises qui connaissent un tel choc, c'est non seulement expliqué par le produit assurance cyber, mais c'est également expliqué par le risque cyber qui se trouve dans les produits traditionnels. En effet, par exemple, dans des produits d'assurance responsabilité civile, ils peuvent y trouver toujours ce qu'on appelle le risque cyber silencieux. Les compagnies plus avancées ont déjà éliminé ce risque silencieux des conditions générales, mais certains assureurs moins avancés connaissent toujours ce risque et constatent alors quand on calcule un test de résistance que ça leur impacte très fortement. Je crois quand même que ces questions de nettoyage, je dirais, des polices pour bien spécifier quand est-ce que le cyber est pris en compte ou pas est un processus, comme vous le disiez, Franck, qui est quand même relativement en cours et bien avancé. Enfin, en discutant avec, en tout cas, France Assureur, on avait l'impression que c'était maintenant, enfin, c'était un gros problème il y a quelques années et la crise du Covid a aussi mis en lumière un petit peu ces soucis-là de périmètre, qu'est-ce qui était vraiment inclus dans ces contrats. Effectivement, il y avait pas mal de contrats qui pouvaient déclencher des assurances a priori non cyber, comme par exemple rupture d'activité ou des choses comme ça, parce que le cyber n'était pas exclu. Et là maintenant, j'ai l'impression il y a plus de polices dédiées qui se font voilà, pour séparer le cyber des autres choses. Voilà. Tout à fait. Je vais me permettre de rebondir également sur l'accumulation des risques cyber. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une certaine dépendance aux technologies, hein. On utilise tous beaucoup de fournisseurs, des sous-traitants, on est sur le cloud, on a des ERP, des CRM, etc. Donc, on a beaucoup de dépendance technologique qui, en fait, augmente également ce risque-là. Et pour gérer, en fait, l'accumulation du risque cyber, donc déjà, il faut faire une évaluation des risques, de ces risques-là, que ce soit technologique ou commercial, pour essayer de, de réduire également notre interdépendance, diversifier éventuellement nos fournisseurs, mais également sur les systèmes d'information, faire une certaine segmentation des systèmes pour pouvoir isoler différentes parties des systèmes d'information, ce qui peut éviter en fait une vraie catastrophe lors de cyberattaques, pour en fait, on va dire, limiter un petit peu la propagation de l'attaque. Ce qui est aussi D'accord, oui, donc, important dans les modèles d'accumulation, et notamment en tout cas d'un point de vue académique, des modèles qu'on regarde, c'est de pouvoir intégrer, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les travaux que mentionnait Johan, le volet prévention, comme vous le mentionnez, Lionel, de voir les mesures de prévention, en quelle mesure elles peuvent atténuer justement cette propagation de sinistres. On peut faire l'analogie aussi avec la pandémie Covid, où ce qui importe aussi, il y a le nombre de personnes d'entreprises qui ont été touchées par une pandémie comme un rançongiciel, comme WannaCry, mais ce qui est aussi important et un critère important à regarder, c'est le pic de l'attaque cyber, le nombre d'entreprises qui ont besoin d'assistance à un même moment donné, un petit peu comme on monitorait pendant le Covid.
le pic de la pandémie pour éviter la saturation des services d'urgence et des services de réanimation. Et ces modèles dynamiques épidémiologiques, ben, enfin, voilà, ils peuvent être utiles dans le cadre du cyber, à la fois pour Tout à mesurer, eh fait. bien, si je protège bien, ça va bah, diminuer le flux de contamination autour de moi et ça peut limiter le pic de pandémie. Parce que si un assureur, quand il vend son contrat d'assurance, très souvent, il y a ce volet assistance. Il doit être en mesure d'assister effectivement tous ces assurés lorsqu'ils sont face à un sinistre. Et s'ils sont tous pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont attaqués au même moment, ça peut le mettre en difficulté pour pouvoir apporter cette assistance. Et s'ils sont, voilà, comme on l'a vu, d'une assistance rapide, ça aide à limiter les coûts. Donc, s'ils ne sont pas forcément Tout à fait. bien assurés, voilà. Donc, c'est plein de petites composantes qu'il est important, enfin, je pense, d'intégrer et d'étudier dans ces modèles de quantification du risque, et notamment pour le volet systémique. Merci. Alors Franck, vous avez mentionné, juste avant de passer à la suite, peut-être pour l'audience, vous avez mentionné la notion de silent cyber. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est? Oui, euh, ce qui est peut-être connu, c'est dans le risque dit affirmatif, c'est le risque dans les produits d'assurance cyber même. Mais à côté de ce risque très spécifique, il y a dans les produits traditionnels, par exemple l'assurance incendie, l'assurance responsabilité civile, il y a euh, aussi la possibilité d'avoir un risque cyber. Pour quelles raisons? Dans le passé, peut-être les conditions générales n'étaient pas écrites de façon très précise, permettaient quand même d'interpréter que le risque cyber était tacitement inclus dans les conditions. Et donc, ceci a existé pendant quelques années. Comme indiqué, les acteurs les plus grands, les plus avancés, ont déjà adapté les conditions générales pour que ce risque n'existe plus. Mais au moins dans le secteur d'assurance belge, certains petits acteurs existent toujours qui sont encore en train de gérer ce risque. Merci Franck. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle des caractéristiques du risque, notamment on parle du risque cyber, notamment on parle de risque évolutif. Est-ce que Caroline, vous pouvez nous développer cette notion-là? Oui, oui. Bah, c'est une grande caractéristique du risque cyber. Je pense que c'est le risque que l'on connaît qui évolue le plus rapidement. Alors, par exemple, le risque climatique aussi évolue plus rapidement que ce que l'on croyait ou ce que l'on espérait, mais ce n'est pas non plus à la vitesse du risque cyber, et c'est une caractéristique qui va complexifier les choses. Alors, ça évolue très vite parce que, il y a une évolution rapide des outils numériques, et à mon sens, ça évolue aussi très vite parce que dans le risque cyber, il y a tout un volet comportement humain, comportement à la fois des acteurs malveillants qui s'adaptent très rapidement, qui s'organisent. Notamment, on peut penser à tous les services de ransomware, voilà, où on peut aller acheter sur le dark web l'attaque voilà, il y en a pour lancer une attaque, même si on s'y connaît pas. Voilà, on n'est plus sous le cliché du geek dans son garage qui va essayer d'attaquer telle ou telle entreprise. On a vraiment une organisation de ces acteurs malveillants qui n'hésitent pas en fait à s'adapter aux nouveautés aux nouveautés technologiques, et aussi qui n'hésitent pas à utiliser les failles de la société ou les failles de l'économie et d'appuyer là où ça fait mal, je dirais. On voit bien pendant la pandémie du Covid le nombre d'attaques qu'il y a eu sur les hôpitaux, par exemple.
Donc, le risque cyber, outre d'être dynamique, il va aussi se corréler beaucoup à d'autres risques existants de la société. Donc, ce volet dynamique du risque, on a besoin de le prendre en compte, in fine, dans nos modèles. On doit avoir non pas des modèles, je dirais, complètement statistiques usuels, on doit avoir plutôt des modèles dynamiques qu'on appelle, nous, en mathématiques, des processus aléatoires, donc qui vont dépendre de l'aléa, mais qui vont aussi avoir des caractéristiques en dépendance en temps. Et notamment, on mentionnait précédemment, on parlait un petit peu du risque de contagion, du risque d'accumulation. Eh bien, il y a un outil mathématique, un processus mathématique qui est très utile pour traquer, pour traduire cet aspect dynamique et contagion. C'est les processus qui ont des caractéristiques d'auto-excitation, qui ont le gros mot d'être des processus de Hawkes. Alors, juste pour dire que c'est des processus qui sont notamment très utilisés en finance lorsqu'on veut modéliser le risque de crédit et la contagion dans le risque de crédit. Alors, le risque cyber, ce n'est pas exactement du risque crédit, bien sûr, mais ça reste des outils qui sont assez pertinents lorsqu'on veut modéliser les fréquences d'arrivée de sinistres cyber. On a un petit peu étudié ça sur des bases publiques, pour voir l'adéquation de ces modèles et leur surperformance, entre guillemets, par rapport à des modèles plus usuels poissoniens. Donc, ce volet dynamique, certains, voilà, on peut entendre un raccourci qui dit, bah, comme les données deviennent de fait peut-être un peu obsolètes assez rapidement parce que le risque a évolué, le risque a changé, donc on ne peut pas utiliser les données d'il y a 5 ans comme ça. C'est en partie vrai, mais il ne faudrait pas faire le raccourci que du coup, on n'a pas besoin des données et on n'a pas besoin des données dans le passé, bien au contraire. Puisque ces modèles dynamiques, on a besoin des données dans le passé, on a besoin d'autant plus de données pour arriver à les calibrer et pour arriver à projeter de façon plus précise, plus efficace le risque dans le futur. Donc, c'est un autre challenge aussi du risque cyber de peut-être travailler pour des acteurs avec ces outils dynamiques pour lesquels ils sont peut-être moins habitués, mais qui semblent vraiment adaptés à ces caractéristiques-là d'évolution temporelle de ce risque et qui va continuer à évoluer. Donc, vraiment besoin d'une base de données assez précise et assez fournie parce qu'on n'a pas juste besoin de calibrer, entre guillemets, une distribution, une variable aléatoire à une date T. On a besoin de calibrer l'évolution au cours du temps de ces distributions. Tout à fait. Et Caroline, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur justement les gangs de cybercriminels. Effectivement, on a dépassé le stade du geek avec son hoodies à capuche dans son garage. Aujourd'hui, les cybercriminels sont ultra organisés. C'est même des PME qui génèrent du chiffre d'affaires, qui font des propositions d'emploi sur le dark web. Vous pouvez trouver des propositions d'emploi payées 20 000 $ pour rejoindre des groupes de cybercriminels. Ils publient également leurs comptes. Il y a un acteur malveillant assez connu qui a dépassé les 100 millions de chiffre d'affaires. Et effectivement, sur les attaques cyber, donc les cybercriminels en fait s'adaptent et sophistiquent leurs menaces et leurs attaques, notamment aujourd'hui avec l'IA, les deepfakes, les deep voice, et également vous l'avez mentionné sur l'ingénierie sociale. Donc ils vont aller voir nos réseaux sociaux et par rapport à ce qu'on met sur nos réseaux sociaux, ils vont pouvoir également nous attaquer, typiquement nous envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram pour qu'on leur donne des informations, on va dire, confidentielles, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc, il faut aussi protéger nos réseaux sociaux, typiquement se mettre en privé sur Facebook et Instagram, ajouter uniquement des gens qu'on connaît parce que justement, il y a une prolifération de ce type d'attaque.
Alors, juste pour reboucler, donc du coup, complètement d'accord. Et le risque évolue parce que voilà, les attaquants aussi évoluent, mais la bonne nouvelle aussi, c'est que les usagers évoluent aussi, le comportement des usagers Tout évolue à aussi. fait. Avec des prises de conscience, bien sûr, hein, beaucoup plus de protection. Et donc ça, c'est plutôt le côté bonne nouvelle, mais voilà, ce qui fait que Ouais. enfin, ça engendre aussi de l'évolution dans les Mm. coûts et les dynamiques du Tout à risque. fait. Donc, voilà, le volet comportement, on pense bien sûr au comportement des acteurs malveillants. Alors, à nouveau, dans le risque cyber, il n'y a pas que des acteurs malveillants, mais il y a aussi le comportement de tous les usagers. Et maintenant, c'est un risque qui, comme vous le disiez en introduction, Johan, donc on entend pratiquement tous les jours dans les journaux. Et voilà, je pense que tout le monde est assez. C'est, je pense, aujourd'hui que le risque cyber ne s'arrêtera pas à sa porte et ne concernera que son voisin. Tout à fait. Alors merci, merci Caroline. Alors, pour revenir à l'aspect donc plus technique, vous avez parlé donc de ces modèles dynamiques, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des modèles assez stables qu'on vient alimenter avec de la donnée mise à jour. Et vous avez parlé d'obsolescence, de données. Est-ce que vous pouvez un petit peu, développer cette notion, dans le cadre, cyber? Mes mensonges, voilà. Alors, oui. euh, ce qu'on peut analyser, enfin, typiquement dans le risque cyber, c'est d'essayer d'analyser, enfin, même dans d'autres risques, des coûts en fonction de certaines caractéristiques de l'entreprise ou de l'assuré. Et ces relations entre coûts et caractéristiques, elles peuvent évoluer dans le temps. Donc, des analogies qu'on aurait pu faire, par exemple, sur des données il y a 5 ans, ne vont pas forcément être encore complètement valables au jour d'aujourd'hui. Enfin, voilà, il faudra les updater. Donc, c'est un petit peu ce que vous mentionnez aussi, un petit peu de recalibrer. Mais on peut avoir aussi des phénomènes où on a une déviation du risque, enfin une dynamique de risque. On peut, par exemple, pour peut-être des choses qui parlent plus, c'est sur la mortalité. On a des modèles de mortalité avec des tendances de longévité qui permettent de gagner, enfin, de traduire, d'essayer de capter au cours du temps quel est le gain enfin, de longévité enfin, qu'il peut y avoir sur différents types de populations, selon certains critères socio-économiques, etc. Donc, les données, il faut les remettre en perspective, qu'elles traduisent comment est le risque à cet instant-là et que les caractéristiques du risque peuvent évoluer et évoluent au cours du temps. Donc, ce que je mentionnais, c'était effectivement qu'on a besoin d'avoir ces historiques-là si on veut essayer de capter des tendances, alors qu'on peut aussi alimenter avec des données externes, entre guillemets, des connaissances du risque propre, pas juste avec des sinistres. Et ce besoin de données, outre ce volet dynamique, il est aussi complètement important, ne serait-ce que par la nature extrêmement volatile du risque que l'on a et que l'on connaît en termes de risque propre. Euh, Si on a il y a une grande variabilité dans nos estimations, eh bien, on va à nouveau tarifer de façon assez sécure et qui va être un tarif assez élevé peut-être par rapport aux vrais risques supportés et l'attractivité du contrat cyber va s'en sentir, va s'en ressentir. Donc, pardon, je faisais l'allusion avec le volet de la mortalité. Pour la mortalité, on a des bases nationales, INSEE, très riches, qui permet d'avoir un benchmark du risque. Et ensuite, l'assureur, sur son propre portefeuille, il y a forcément un risque de base, ce n'est pas exactement représentatif de la population nationale, mais peut permettre de effectivement avoir ce benchmark à partir duquel l'assureur va se positionner. Euh,
Ce que l'on souhaiterait, ce qui serait bien, c'est d'avoir ce même benchmark pour le risque cyber, une sorte de baromètre global. Alors, il y a les données des assureurs sur leur portefeuille, mais il y a aussi, bien sûr, des données, je dirais, beaucoup plus nationale avec la CIMA, donc cybermalveillance, peut-être de l'ANSSI, des données également de la gendarmerie nationale. D'essayer, c'était une proposition du groupe de travail du Trésor sur l'assurance cyber, donc d'essayer d'avoir de tels ce baromètre-là qui pourrait être très utile pour mieux connaître le risque et mieux l'évaluer. Plus on a de données et plus on a de connaissance du risque, mieux seront nos modèles et mieux seront notre quantification. Merci Caroline. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur une notion qui a été mentionnée lors des échanges, c'est la notion de cyberscore, donc de scoring et de cartographie des risques. Lionel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cela? Vous nous avez d'ailleurs partagé des slides que je vais partager au niveau de l'écran. Comme ça, vous pouvez nous commenter et nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que le cyberscore. Bien sûr, donc le Cyberscore, c'est un peu comme le Nutri-Score. En France, en fait, c'est un système de notation de la posture, de l'hygiène, on va dire cybersécurité d'une entreprise ou d'une organisation. Donc voilà, c'est un peu comme le Nutri-Score et en fait, ça va permettre de quantifier le niveau de protection de l'entreprise. Donc, typiquement, ça permet de mesurer la maturité en fait, de cybersécurité. Ça donne une vue globale de la protection et d'hygiène cybersécurité de l'entreprise. Ça permet d'évaluer les risques, d'avoir en fait on va dire, de savoir quel risque on a, on va dire, en fonction de la sévérité en fait de la faille de cybersécurité. Mais le cyberscore, ça permet aussi d'avoir une certaine confiance de nos partenaires et de nos clients. Et enfin, un point assez important, et notamment aujourd'hui en Europe, ça va être la conformité et la réglementation. Et en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est sortie au niveau européen, c'est NIS 2, en fait. Et justement, avec NIS 2, pour être conforme à NIS 2, il faut répondre à un certain niveau d'exigence en cybersécurité. Et le Cyberscore permet en fait de répondre à ce niveau. Avec le Cyberscore, on va pouvoir, comme je l'ai dit, évaluer nos risques, savoir notre maturité. Et en fait, ça nous permet de, de prendre de meilleures décisions et de prioriser, on va dire, de prioriser nos actions pour remédier telle ou telle faille. Et donc, en fait, il y a une meilleure gestion des ressources humaines, technologiques et, et financières. Merci Lionel, effectivement. Oui, je vous laisse. Oui, donc, Je vous laisse allez-y. revenir. Non, voilà, c'est sur le deuxième slide. Donc voilà, ce qui m'a on va dire attiré en tant qu'assureur, notamment cyber, c'est la possible financial loss. Donc clairement, on nous dit, bah, vous êtes exposé à temps. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant pour une entreprise. Tout à fait. Tout à fait. En fait, notre outil, donc notre plateforme Resilium, on fait en fait, on peut faire un scan de vulnérabilité sur la surface d'attaque externe de l'entreprise. Et en fait, on voit comment l'entreprise est exposée aux différents risques cyber. On remonte cela et en fonction de son exposition et de son secteur d'activité, on va, en fait lui fournir une estimation de la perte financière, une perte potentielle, et, évidemment, puisque c'est sur de l'externe, on n'a pas encore l'interne, mais au moins ça donne une première vision et ça alerte en disant OK, la cybersécurité, en fait, il faut investir un petit peu d'argent à la place de perdre beaucoup d'argent en cas de cyberattaque.
Très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on fait dans l'assurance, de gros ouvrages pour lesquels on envoie des ingénieurs, risques qui vont avant l'assurance, en fait, faire un audit. Donc là, c'est un audit physique, hein, ingénierie et envoyer son rapport, de prévention. Donc là, voilà, donc là, c'est la même chose mais en cyber. Tout à fait. Exactement. Alors, on a aussi une notion de cartographie, des risques. Alors pourquoi cartographier, les risques, Lionel? Alors, bah, en fait, cartographier les risques, ça va reprendre également un petit peu comme le Cyberscore. C'est un outil stratégique d'aide à la décision pour les entreprises. Et en fait, ça permet effectivement d'évaluer et de hiérarchiser les risques. Donc, ça permet de faire une identification, je veux dire, proactive. La cartographie, ça va permettre de détecter les risques potentiels en fait avant qu'ils se manifestent. Si je connais en fait mes risques, je vais pouvoir les gérer. Ça permet également de prioriser ces risques et donc en fait d'optimiser bah, la prise de décision et mes ressources. Donc en fait, la cartographie et le cyberscore c'est assez complémentaire. En fait, si j'ai une cartographie de mes risques, je vais pouvoir avoir un cyberscore et justement prioriser mes actions et en fait allouer mes différentes ressources. Je sais que typiquement, j'ai 6 failles critiques versus 12 failles, on va dire, médium. Bah, je vais me concentrer sur les failles critiques parce que, comme son nom l'indique, la faille critique est critique et met en péril l'entreprise. Avoir une cartographie pardon, des risques dans l'entreprise, ça permet aussi d'avoir une culture de la gestion des risques. Parce qu'en cybersécurité, il faut aussi gérer le risque. On peut accepter certains risques. Donc, on peut avoir des risques, on va dire, qui sont, on va dire, bas ou médium. Et en fait, en fonction de l'entreprise, du directeur cybersécurité ou du directeur des systèmes d'information dans tel ou tel secteur d'activité, il va dire, bah, ce risque-là, moi, je l'accepte, donc on ne va pas y toucher. Et donc, en fait, la cartographie, ça permet justement de sensibiliser les équipes à cette culture de la gestion des risques. Merci, Lionel. D'ailleurs, certains assureurs demandent maintenant systématiquement un audit, de ce type-là, aux clients avant de pouvoir l'assurer. Alors maintenant qu'on arrive un petit peu au temps qui nous est imparti, je vais peut-être vous demander à chacun de nous, partager une petite pensée, une conclusion, sur le sujet. Franck, si vous voulez bien. Ok. Donc, on constate que l'assurance cyber connaît une croissance très importante. Les changements à la nature du produit, ils peuvent garantir que cette croissance peut continuer à court terme, mais il n'est néanmoins pas clair si le marché est déjà suffisamment mature pour assurer sa durabilité et pour que le marché puisse jouer son rôle comme stabilisateur des risques cyber et catalyseur de l'innovation au digital. Mais la Banque nationale de Belgique continue à suivre les évolutions dans le marché pour assurer que les risques restent sous contrôle. Alors, je vais peut-être enchaîner, peut-être juste sur une toute petite conclusion. Donc, pour moi, enfin, le message peut-être à retenir de mon côté, c'est cette complexité du risque cyber ces nombreux domaines un peu d'expertise hein, qu'elle regroupe, pour lequel le partage des expertises complémentaires et le partage d'informations entre les secteurs publics, privés, institutionnels et quelque chose de crucial à mettre en parallèle, en face de ce partage d'informations des hackers pour effectivement, comme le dit Franck, pouvoir limiter le risque et rester résilient face à ce risque-là. Et pour moi, la conclusion, c'est effectivement,
Aujourd'hui, il faut être résilient. La résilience, ça passe justement par la gestion du risque et l'assurance cyber. On sait qu'aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, mais quand on va se faire attaquer. Donc, c'est très important voilà, de se préparer, d'avoir des plans de continuité et de reprise d'activité, d'avoir des politiques de sécurité, mais également de s'assurer contre le risque cyber. Merci à vous 3. Alors, c'est maintenant le temps des questions. On a reçu pas mal de questions, tout au long de la présentation. Je pense que voilà, ça passionne notre audience, clairement. Alors, si vous voulez bien, on va passer directement aux questions. On a une question sur CrowdStrike. C'est une attaque. Donc, Caroline, je vais vous laisser peut-être la traiter, celle-ci. Alors, je vais peut-être lire la question, Oui. ou la résumer. Donc, elle concerne la panne de CrowdStrike, je crois, qui a eu lieu en juillet sur la mise à jour, en fait, sur Windows. Donc, c'était pas une attaque, effectivement. C'était pas une attaque, c'était pas malveillant, c'était un événement cyber, mais qui a néanmoins effectivement bloqué beaucoup d'entreprises. Je pense que tout le monde, d'un point de vue mondial, en a parlé. Et la question était, est-ce que cet événement a changé le point de vue que l'on avait sur le risque systémique, agrégation des risques sur les produits cyber? Effectivement, une telle panne aurait pu survenir suite à une action malveillante. Alors oui, tout à fait, dans les modèles que j'ai un petit peu mentionnés sur le risque d'accumulation, c'est des modèles de contagion, mais ça modélise la propagation d'un événement cyber. Donc, ça peut être comme WannaCry, quelque chose de malveillant qui se propage, ou comme sur CrowdStrike, juste dans la supply chain, des conséquences en cascade. On avait aussi, quand on avait fait ces modèles, eu d'autres alors qui était une attaque, mais qui était un peu liée là-dessus avec l'attaque de Colonial Pipeline, où il n'y avait qu'un seul grande entreprise de fournisseurs de fuel aux États-Unis qui était attaquée, mais ça avait eu beaucoup de conséquences. Donc effectivement, les mécanismes entre guillemets de contagion ou plutôt ou moins d'accumulation peuvent être diverses. Et donc, il faut un petit peu customiser le modèle, mais typiquement, ces modèles un petit peu épidémiologiques, alors les paramètres vont pas être tout à fait les mêmes, il faut un petit peu les adapter, mais ça traduit l'effet d'événements très concomitants ou très proches, ou là, carrément, au même moment qui arrivent là-dessus, enfin, qui arrivent sur le phénomène. Donc, oui, effectivement, c'est pas toujours malveillant. Euh, et c'est quelque chose qu'on peut traduire, qu'on peut un petit peu arranger dans nos modèles pour traduire ça. Merci Caroline. Alors, on a une question pour Franck sur la titrisation. Je vais vous la lire. Est-ce que la distribution des sinistres cyber est de nature catastrophe naturelle, donc distribution extreme value, donc théorie des valeurs extrêmes? Si c'est le cas, est-ce que la titrisation pourrait être une solution pour augmenter les capacités sur ce marché? Peut-être Franck, vous voulez peut-être nous détailler ce qu'est la titrisation dans ce contexte-là et puis répondre à la question pour l'audience. Ouais. Peut-être d'abord sur la distribution. Je peux en effet indiquer qu'il y a une similarité entre les catastrophes naturelles d'un côté et les risques cyber de l'autre, mais je veux quand même indiquer que euh, la diversification géographique joue beaucoup plus, évidemment, pour les catastrophes naturelles. Tu peux parfaitement avoir une diversification entre les tremblements de terre en Californie et les inondations européennes. Euh, une diversification entre les fournisseurs de services cloud est plus difficile. Ce risque peut en effet être géré avec la titrisation, en effet. Ceci implique que c'est une sorte d'obligation dont le coupon ou le notionnel dépend de l'événement potentiel cyber. Les premières types de titrisation commencent à exister. Je pense qu'il y a deux ou trois années, on a connu le premier. Euh, oui, c'est complémentaire quelque part à la réassurance, en fait.
La réassurance, quelque part, c'est le partage des sinistres avec un spécialiste qui est le réassureur. La titrisation, c'est le partage avec des grandes banques d'investissement, typiquement, euh, qui ont peut-être pas la même expertise en assurance cyber, mais qui ont quand même une capacité et qui peuvent absorber des sinistres et qui peuvent faire qu'il y a plus de capacité sur le marché. Mais pour le moment, ça reste assez limité. C'est seulement un complément sur la réassurance et certainement pas un remplacement. Peut-être il y a aussi la notion de, comme on a un petit peu les quatre bondes pour le risque climatique, on peut penser aussi à de tels outils pour le risque cyber, avec un point de vigilance pour moi et la définition de l'indice qui va déclencher ce cyberbond, entre guillemets. Euh, on a vu, alors je ne sais plus exactement si c'est aux États-Unis, non, Jamaïque, un cas de bond qui n'avait pas été déclenché parce que le critère qui, sur la force des vents ou je ne sais quoi n'était pas exactement atteint, alors que les dommages étaient très importants. Donc il faut sur ces produits être vigilant que le dédommagement soit relativement bien en ligne avec les coûts du sinistre. Et pour le cyber, c'est pas toujours évident et je dirais que c'est même plus compliqué que pour les régimes, pour que les catastrophes naturelles. Euh, voilà. Mais c'est effectivement un levier supplémentaire de mutualisation du risque. Merci, Caroline. Alors, on avait une question pour Lionel sur la préparation des PME. Est-ce qu'elles sont-elles suffisamment conscientes et préparées face aux risques cyber et quels conseils leur donneriez-vous pour améliorer leur gestion des risques? Alors, effectivement, la, comment dire, les PME et ETI et TPE sont pas assez préparés face au risque de cybersécurité, mais je ne veux pas ajouter la pierre aux PME puisqu'il y a aussi beaucoup de grands comptes qui ne sont pas assez préparés, malheureusement. Du coup, les PME, ça s'explique parce qu'il y a un manque de moyens et un manque de ressources. Les PME veulent également, quand ils veulent s'équiper d'outils en cybersécurité, ben, en fait, il y a beaucoup d'outils qui sont en fait très techniques et qui valent très cher aujourd'hui. Donc en fait, c'est pour ça que les PME ne sont pas assez équipées et assez préparées pour ce genre de risque, donc pour le risque cybersécurité. Donc mon conseil, c'est faire de la sensibilisation, beaucoup de formation et de sensibilisation. Ça coûte pas très cher pour le coup. Personnellement, j'ai créé une société, une startup justement, qui permet aux PME ETI d'avoir un outil qui va gérer en fait leur cybersécurité sans forcément devoir être technique. Mais voilà, l'idée, c'est le conseil le plus simple que je peux donner aux PME, TPE et ETI, c'est vraiment de faire une veille, voilà, une veille technologique. Vous allez sur des magazines, même digital, ça parle de cybersécurité. Vous faites un peu de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez écouter ou regarder des podcasts. Vous pouvez également vous informer sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'articles et de posts qui sortent sur les actualités cybersécurité, qui donnent également des conseils, typiquement changer son mot de passe tous les 2-3 mois. Euh, on le dit souvent, mais voilà, c'est des bonnes pratiques. Ça coûte pas d'argent. Voilà. Donc, mon meilleur conseil, c'est vraiment de s'informer et de faire de la sensibilisation auprès des collaborateurs.
Donc, je conseille le MOOC de l'ANSSI, notamment, sans faire Tout à depuis fait. que Tout à fait, voilà. Il nos y a également étudiants de des mocks. l'ENSAE sont obligés de faire pour, pour valider le Voilà, module. tout à fait. Il y a également voilà, des mocks, etc. Gratuits. Il y a le guide de l'ANSSI également. Voilà, donc il y a plein d'outils à disposition, qu'on soit particulier ou professionnel, pour justement, on va dire, augmenter sa posture en cybersécurité. Merci Lionel. D'ailleurs, ça me fait penser que je voyais dans une entreprise d'assurance dans laquelle je travaillais à l'époque, il y avait un grand poster sur lequel c'était écrit un mot de passe, c'est comme une brosse à dents, ça se change tous les X temps. Tout à fait. Donc, on a une question sur les modèles de comptage, Caroline, si vous voulez bien nous la lire. Peut-être, Oui, alors, j'ai une question. Donc, comment qui s'adresse? Donc, ma question s'adresse à Caroline. Donc, je vais y répondre. Comment utilisez-vous les modèles de comptage dans la modernisation des risques? Alors, je pense que par modèle de comptage, vous entendez comment on modélise l'arrivée, la fréquence d'arrivée de sinistres. Donc, usuellement, ce qu'on apprend en cours de M1 dans une formation d'actuariat, c'est des modèles poissoniens, qui sont des modèles par rapport auxquels on a un certain nombre d'hypothèses, et notamment des hypothèses d'indépendance entre les interarrivées des sinistres, qui, typiquement, effectivement, comme je mentionnais, dans le cadre du cyber, ne sont pas bien adaptées. On voit typiquement que ces hypothèses de modèles poissoniens sont clairement rejetées sur des données cyber. Donc, il faut adapter ces modèles-là. Donc, on va perdre l'indépendance de l'arrivée des sinistres. Donc, on va avoir une intensité d'arrivée des sinistres. Donc, quand je parle d'intensité, c'est la probabilité, entre guillemets, infinitésimale d'avoir un sinistre autour de la date T. Ça sera mon intensité lambda T fois dt. Dans un modèle poissonien, cette intensité, elle est constante, voire déterministe, si on veut essayer d'avoir des effets saisonniers, par exemple. Dans le cadre du cyber, ça va être une intensité stochastique. Donc, c'est un petit peu ça qu'on met en place. On sait le faire, on sait calibrer, surtout si on met des formes paramétriques, on sait un petit peu faire les choses. Par contre, de perdre la notion d'indépendance quand on doit calculer des quantités telles que l'espérance, la variance ou des choses comme ça, ou calculer des prix de contrat, de réassurance, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, bah, il faut faire appel à des outils mathématiques un petit peu plus délicats. Les formules sont moins jolies, mais on sait quand même dire pas mal de choses là-dessus. Et c'est un petit peu un cœur de métier de ce que l'on fait et de ce que l'on fait dans notre groupe de recherche. Voilà, Merci j'espère que Caroline. ça répond à la question. Alors, on a une question pour Lionel. Quels sont les systèmes transactionnels utilisés par les pirates pour recevoir leurs rançons en crypto-monnaie? Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés effectivement sur le Alors, sujet. Ouais, c'est toujours passionnant. question très intéressante. Du coup, alors, il y a plusieurs systèmes, forcément. En fait, le choix du système va dépendre de plusieurs facteurs, comme la sécurité on va dire de l'outil, enfin du système transactionnel, de la facilité d'utilisation et de la pseudonymisation. Euh, Parce qu'en fait, l'anonymisation n'existe pas sur Internet, mais c'est un autre débat, donc c'est vraiment la pseudonymisation. Du coup, en fait, il y a ce qu'on appelle des portefeuilles cryptographiques. Donc, il y a des portefeuilles chauds et des portefeuilles froids. Il y a également des mélangeurs en fait de crypto-monnaies qu'on appelle des tumblers. Et enfin, il y a des échanges décentralisés, donc des DEX, et des protocoles de paiement qui sont également décentralisés, comme du Lightning Network, typiquement pour le Bitcoin. Et ensuite, il y a des mixages de Bitcoin. Donc, en fait, il y a plusieurs systèmes qui existent, mais globalement, ça va être ce genre de comment dire, de, d'outils qui offrent ce genre de services que les cybercriminels vont chercher pour pouvoir récupérer leur crypto-monnaie et ensuite éventuellement les utiliser. Merci Lionel.
Alors, on a une question pour la Belgique, donc c'est pour vous, Franck, je vais vous la lire. En Belgique, en général, est-ce que les contrats cyber excluent les attaques faites par des États, par exemple Corée du Nord, pour déstabiliser l'économie d'un pays? Si oui, comment peut-on identifier ce type d'attaque? Oui. Donc, en effet, depuis 1 ou 2 années, je pense que les contrats les plus récents commencent à exclure le cyberguerre et donc des attaques sponsorisées ou vraiment implémentées par des États souverains. C'est évidemment pas simple à prouver que quelque chose a été sponsorisé par un État spécifique. Typiquement, ça nécessite quand même que l'État, euh, euh, par exemple la Russie, le dit très explicitement qu'ils ont commis cette attaque. Dans le passé, on a eu, par exemple, avec WannaCry, des cas spécifiques qui ont allé au tribunal et qui ont quand même essayé, avec ce cas spécifique, de refuser de payer le sinistre, justement dû au fait que c'était sponsorisé par un État souverain. Finalement, le juge a décidé que ce n'était pas prouvé. Donc, c'est justement pour cette raison que maintenant, il y a quand même un débat important sur l'attribution euh, des cyberattaques vers des États souverains. Comment est-ce qu'on peut être certain que c'est démontré, que c'est prouvé, pour éviter cette charge juridique très lourde qui peut exister dans certains cas? Merci Franck. Donc on a une question maintenant, peut-être pour Caroline. Compte tenu de l'ampleur des risques cyber, que pensez-vous de l'intervention des États via, par exemple, un fonds commun, à l'instar du régime NatCat? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on pense tous un petit peu à cette potentielle alternative qui, en tout cas en France, n'est pas du tout, enfin, pas d'actualité pour le moment. Mais enfin, euh, pour moi, clairement, il peut y avoir on parlait de la cyberguerre ou des choses comme ça. Hein. Franck en a un petit peu parlé, de faire des fonds pour essayer, au niveau des assureurs, de gérer ces risques le très gros. Euh, c'est, euh, Ça peut être effectivement un dernier recours dans la mutualisation. Je pense, il faut d'abord essayer de plutôt d'avoir un spectre plus large en termes de réassurance, en termes aussi de base de cotisants, enfin d'assurés notamment au point de vue des petites et moyennes entreprises, de renforcer la réassurance, de renforcer et d'imaginer des façons de titriser, enfin tout un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. De diversifier, de mutualiser au maximum ce risque-là. Là, il y a aussi tout le volet un petit peu assurance paramétrique qui peut aider qui est en cours et qui peut aider à avoir une base d'assurance plus large. Mais on ne sera potentiellement jamais complètement bien couvert contre un big one, un gros sinistre qui arriverait, je dirais le Covid du cyber et où eh bien, l'aide de l'État serait peut-être nécessaire. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense en plus que le régime CatNat a déjà enfin, voilà, des questions de viabilité qui sont sur la table en ce moment. Donc, on n'est pas, en tout cas en France, à ma connaissance, sur ce volet-là. Il y a aussi le fait de pouvoir, et ça, je pense que c'est plus ou moins en cours, de pouvoir mutualiser d'un point de vue de l'assureur dans le temps. Puisqu'on a vu la grande variabilité, ces ratios sinistre-prime qui bougent beaucoup au cours du temps. Déjà, de pouvoir smoother ça dans le temps, c'est aussi un point qui permet voilà, de provisionner d'une année sur l'autre dans les bonnes années pour pouvoir encaisser des chocs plus importants dans des mauvaises années. C'est aussi une alternative avant de passer la solution État. Ben, merci Caroline. Effectivement, tout cela est passionnant pour y rester des heures. Mais malheureusement, voilà, on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Donc, je veux déjà vous remercier, vous trois, les panélistes, déjà pour le temps que vous avez passé lors des réunions de préparation et pour vos réponses, sur toutes les questions qui ont été posées de ma part ou par
par les participants. Voilà, donc merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je remercie aussi l'Institut des actuaires France et en particulier donc Samuel, Sioui, qui est en fait en coulisses, organise tout cela lors notamment de la réunion des correspondants ou lors d'autres réunions. Voilà, donc il faut savoir qu'on a pas mal d'échanges des instituts francophones avec l'Institut français. Donc de mon côté, donc, je suis basé à Luxembourg, voilà, et donc Samuel organise tout cela en background et permet justement d'organiser ce type d'événement. Donc merci à vous, merci à Samuel et à l'Institut et merci à vous l'audience d'avoir participé. Voilà, vous avez été très nombreux. Je pense qu'on a eu un pic à 270 participants. Donc, merci à tous et bonne soirée. Et alors, demain, peut-être, la conférence de demain. D'ailleurs, c'est, je pense, une suite assez logique, j'ai envie de dire. Ça vaut le coup d'y assister. C'est l'intelligence artificielle au service de l'actuaire. Donc voilà, je vous invite demain à 18h à vous connecter au Zoom de nouveau. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.